de Nicolas Sarkozy dimanche soir qui fait la une de tous les quotidiens français aujourd'hui. Alors, le président a souhaité expliquer comment il comptait relancer l'économie française, des mesures et un programme qui sont à la une du Parisien, des mesures en forme de programme, mais toujours pas d'officialisation de la candidature. Les réformes choc de Sarkozy qui sont également à la une du Figaro avec 2 pleines pages sur les réformes que le président a présentées hier. Des mesures destinées, Pauline, à améliorer la compétitivité, identifiée par le camp présidentiel comme étant le point faible de l'économie française, un débat longtemps interdit à en croire le Figaro, qui se félicite de le voir enfin au vert, en écrivant qu'il est évidemment plus téméraire, je cite, et plus risqué de prendre ce débat à bras-le-corps que de déclarer la guerre à la finance ou de promettre que les riches paieront. Voilà pour le tacle à François Hollande. Le Figaro, pour qui on saura sans tarder si Nicolas Sarkozy a pris un risque inconsidéré ou s'il a réussi un coup magistral en ouvrant ce chantier. Et une stratégie du pari sur laquelle reviennent également ce matin les Échos. Le journal va jusqu'à évoquer un coup de poker de la part du président, une audace finalement dans la logique de la devise présidentielle d'après les Échos, pour qui le sarkozysme se fonde sur cette équation simple: l'homme d'État est avant tout un homme d'action. Le problème, écrivent les Échos, c'est que Nicolas Sarkozy, toujours prêt à rendre les coups, ne prend pas toujours assez le temps de défendre celui d'avant, et que du coup, si on reconnaît aux dirigeants de la surface, on peut aussi mettre en doute, je cite, la profondeur du personnage. Le pari de l'action qui, pour tout tenter, c'est aussi dans la croix ce matin, qui feinte s'étonner de voir le président annoncer en toute fin de mandat, à moins de 100 jours de la présidentielle, des mesures impopulaires. Certes, reconnaît la croix, rien n'interdit au chef de l'État d'assumer sa fonction jusqu'au bout, mais le journal s'interroge: pourquoi Nicolas Sarkozy prend-il ce risque réel? Ce serait, d'après la Croix, pour endosser une stature particulière, celle de l'homme d'État churchillien, n'hésitant pas à assumer des décisions non consensuelles, car, estime-t-il, l'intérêt du pays l'exige. Sans surprise, Hélène, de l'autre côté de l'échiquier politique, la presse de gauche n'a pas vraiment été convaincue. C'est un euphémisme. Voyez la une de Libération ce matin, qui titre sur le président perdu, ce président qui a annoncé hier des mesures dont il ne paraissait pas lui-même convaincu, d'après Libé, qui revient ce matin sur le soutien que va apporter Angela Merkel à Nicolas Sarkozy et sur la façon dont le président a fait référence à très nombreuses reprises au modèle allemand. Sans doute, je cite, la France doit-elle s'inspirer de son voisin, mais le chef de l'État a oublié que la dérégulation du marché du travail outre-Rhin a entraîné un développement de la précarité et du nombre de travailleurs pauvres dans des proportions considérables. Bref, les propositions d'hier ne viseraient qu'à imposer toujours plus de flexibilité, d'après Libé, comme s'il ne s'agissait que de s'adapter à la crise et non de la combattre, un choix que le journal juge désespérant. Et puis pour finir, Hélène, une qui a attiré votre attention, et pour cause, c'est la dernière de la version papier du quotidien économique La Tribune. La Tribune va continuer à vivre sur Internet, mais ce matin, sa version papier nous dit au revoir. La Tribune vous salue bien. Une nouvelle disparition dans un contexte de crise majeure de la presse française, quelques semaines après la fin du quotidien France Soir. C'est là, der des der. La Tribune va continuer sous d'autres formes, mais une bonne partie de ces journalistes n'en feront pas partie, à lire dans l'édito qui évoque ce matin un crève-cœur. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse française. Nicolas Sarkozy qui va être aujourd'hui précisément à Bruxelles pour assister au sommet européen des chefs d'État et de gouvernement. Cette réunion ne se tient pas dans une atmosphère d'urgence absolue autour de l'euro, mais la situation en Grèce continue d'inquiéter les Européens qui devraient aujourd'hui adopter un nouveau traité visant à durcir leur discipline budgétaire commune. Écoutez les explications de Cataline Landabourou à Bruxelles. Ce traité devrait renforcer la discipline budgétaire en prévoyant des sanctions plus sévères et plus automatiques que celles qui sont actuellement fixées par le pacte de stabilité et de croissance. Mais tout n'est pas simple comme d'habitude au sein de l'Union européenne et on ne sait pas encore qui exactement va accepter de signer ce traité budgétaire. S'il était d'abord destiné aux pays qui partagent la monnaie unique, au sein de l'eurozone, des réticences existent, notamment l'Irlande qui craint, si elle signe le traité,
menacer de devoir organiser un nouveau référendum. Or, le problème qui se pose, par exemple, pour Dublin, c'est que seuls les pays qui auront signé ce traité pourront avoir droit au financement européen dans le cadre des fonds de sauvetage. Or, on le sait, Dublin est sous perfusion de l'Union européenne et du FMI. Beaucoup de questions qui se posent encore, et au-delà de la participation des États, de nombreuses questions techniques n'ont pas encore été réglées. Le sommet s'annonce donc houleux et il pourrait durer tard ce soir, voire même s'éterniser pendant la nuit. Il s'annonce houleux précisément, Cataline. Il y a une autre polémique dont il pourrait bien être question aujourd'hui, cette proposition très controversée de Berlin qui consisterait à placer la Grèce sous une tutelle très stricte de l'Union européenne. Oui, tout à fait. On sait que la Grèce a un besoin pressant de financement, a un besoin pressant des 130 milliards d'euros d'un deuxième plan d'aide qui a été promis par les Européens en octobre dernier. Or, cette aide est conditionnée à un accord entre Athènes, d'une part, et ses créanciers privés pour l'effacement partiel de la dette du pays. Alors, sans accord, la Grèce est menacée de faillite. Elle pourrait faire faillite en mars prochain. Et c'est pour cette raison, notamment, que l'Allemagne a proposé de mettre la Grèce sous tutelle, en bref, de limiter sa souveraineté au niveau budgétaire par la nomination, la désignation d'un commissaire européen qui aurait un droit de contrôle sur le budget de la Grèce. Alors, les réactions étaient très vives depuis Athènes, on l'imagine. Le ministre des Finances a demandé à ses partenaires de respecter l'identité nationale de la Grèce, de respecter l'égalité entre tous les partenaires. Cette question risque donc aussi d'être très compliquée et de donner lieu à des tractations extrêmement houleuses durant ce nouveau sommet européen. Autre titre de l'actualité, la Syrie et cet étau qui se dessert pour le régime autour de Damas. Après 2 jours de combat, l'armée régulière a repris le contrôle de la banlieue est de la capitale. Ce week-end a été marqué par une intensification de la violence dans le pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 156 personnes ont été tuées depuis vendredi. Et la situation sanitaire est toujours extrêmement difficile dans le pays. Les hôpitaux manquent de tout. Conséquence, dans certaines régions, les blessés se font rares, mais ils fuient aussi des zones de non-droit où les milices pro-régime se livreraient à un acharnement. C'est ce qu'ont pu du moins constater nos envoyés spéciaux en Syrie, Karim Akiki et Adel Gastel dans la région d'Idlib. Pour Omar, aller à l'hôpital, c'est s'exposer à une mort certaine. Le régime de Bachar traque les blessés jusque dans les salles de soins pour les achever. Ce jeune étudiant d'Alep a été blessé chez lui, pas en manifestant. Un obus est tombé dans la maison. Je suis sorti pour comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, un autre obus est tombé tout près de moi. Et c'est là où j'ai été blessé à la poitrine. Le père d'Omar soigne son fils comme il peut. Les rares médicaments coûtent cher. De temps en temps, un médecin passe le voir. Pourtant, Omar a besoin de soins lourds. Il a besoin d'être hospitalisé. Je suis en colère parce que j'ai dû le sauver de l'hôpital. Tout blessé est recherché par le régime. Quel crime il a commis, mon fils? On a fui l'hôpital très vite pour lui sauver la vie. L'hôpital est une cible. Il a été attaqué à 2 reprises par des obus. Nous décidons d'aller voir l'hôpital. Il faut faire vite pour ne pas se faire repérer. La porte cachée du docteur, elle est où? Notre accompagnateur est inquiet. Il faut entrer vite. On est obligé de se cacher et de passer par la porte de derrière. Si on passe par la porte principale, ça risque d'éveiller les soupçons. Il y a des espions partout qui peuvent nous dénoncer. Le médecin qui nous reçoit prend des risques énormes. Il ne souhaite pas montrer son visage. Le médecin soigne ce blessé clandestinement. Cet homme a été touché par des éclats d'obus au bassin, juste en bas de chez lui. Dans 90% des cas, les blessés n'ont rien à voir avec la résistance, les manifestations ou les révolutionnaires. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont atteints par des obus alors qu'ils sont dans leur maison, leur voiture ou leur boutique.
Pas de problème, j'assume mes responsabilités. Je suis médecin, je soigne les blessés, quelles que soient les conséquences. L'hôpital est pris régulièrement pour cible par les snipers. La fenêtre de la salle d'opération est murée. Ahmed est mort de ses blessures, faute de soins. Sa famille n'a pas pu le transférer dans un hôpital trop dangereux. Ils l'ont amené à la maison, on n'a pas pu le soigner. Il est mort. Je voulais sortir sous les tirs d'obus pour le secourir, mais on me disait que c'était impossible. Il n'y avait ni coton, ni seringue. Et si le régime trouve la moindre seringue chez nous, il nous accuse d'aider les terroristes. Ahmed a laissé derrière lui 2 enfants et un père meurtri. Je vais me recueillir sur la tombe de mon fils tous les jours. Je prie pour son âme au cimetière. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences dans le pays ont fait près de 7000 morts. Les inspecteurs de l'AIEA ont entamé dimanche une mission de 3 jours en Iran. Ils espèrent en savoir plus sur les possibles aspects militaires du programme nucléaire de Téhéran. Une visite sur fond de fortes tensions diplomatiques après les sanctions pétrolières adoptées par l'Union européenne. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé la liste des 14 candidats retenus pour la présidentielle. Les appels contre la candidature du président Abdoulaye Wade ont été rejetés. Ils étaient infondés selon l'arrêt du Conseil. Appel rejeté également pour le chanteur Youssou N'Dour, dont la candidature est désormais écartée. L'opposition a lancé un nouvel appel à manifester. On écoute l'un des porte-paroles du mouvement du 23 juin. La décision du Conseil constitutionnel de valider la candidature clairement inconstitutionnelle d'Abdoulaye Wade ne peut être qualifiée par autre chose que de coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État est un acte de haute trahison dont les principaux acteurs ne sont personne d'autre qu'Abdoulaye Wade et ses juges. C'est pourquoi nous, candidats et leaders de coalition, issus de partis politiques et mouvements citoyens, nous déclarons prêts à assumer ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire appeler et encadrer la résistance populaire contre ce coup d'État. Restez avec nous dans quelques instants. Le focus du jour, direction la Hongrie. 15 mois après le scandale écologique, la catastrophe des boues rouges entache toujours le gouvernement de Viktor Orban.